Je préférerais mourir plutôt que de l'épouser, a ri ma petite amie quand son ami a demandé en plaisantant quand est-ce que je ferais ma demande. J'ai souri et je suis parti. 1 heure plus tard, elle m'appelait en me suppliant de revenir. Subredi, moi, âge 33, et ma petite amie, Amber, F29, étions ensemble depuis 2 ans. Nous nous sommes rencontrés parce que son Audi avait décidé de s'autodétruire sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute. Je finissais mon service de nuit à l'aéroport, et j'ai vu une Audi blanche, gisant inerte sur le bas-côté. Une femme fixait son téléphone, comme s'il venait de la trahir personnellement. La courroie serpentine s'était déchiquetée en confetti. J'en avais une de rechange dans mon camion, parce que je suis ce genre de gars. Je répare des avions pour gagner ma vie. Je suis mécanicien en chef dans un aéroport régional. Je passe mes journées à dépanner des systèmes hydrauliques, et à traquer des dysfonctionnements électriques, pour que les avions ne tombent pas du ciel. Le travail exige de la précision, et une tolérance zéro pour les bêtises. On ne peut pas amadouer une turbine avec de belles paroles. Soit elle fonctionne, soit elle ne fonctionne pas. Et si elle ne fonctionne pas, on trouve pourquoi et on répare. 15 minutes plus tard, elle était de retour sur la route. Elle m'a emmené dîner pour me remercier correctement. Elle a dit que j'étais authentique et rafraîchissant, comparé aux types avec qui elle sortait d'habitude. J'aurais dû demander comment étaient ces types. 6 semaines plus tard, elle avait besoin d'aide pour déménager. 3 mois plus tard, sa voiture avait besoin d'une réparation qu'elle ne pouvait pas se payer. 6 mois plus tard, elle perdait son emploi et avait besoin d'aide pour son loyer. Avance rapide de 2 ans, et nous voilà dans notre routine habituelle, ses amis, un lounge bruyant, et moi jouant le rôle du petit ami solidaire. Ce jeudi soir-là, Amber était au milieu d'une histoire sur un client qui remettait en question sa commission immobilière. Ses mains volaient dans tous les sens, son rire perçait à travers la musique du Gilded Fox. Des ampoules Edison partout, et des cocktails sans alcool sophistiqués qui coûtaient plus cher que mon déjeuner. Elle a eu l'audace de demander le détail des frais, a dit Amber en levant les yeux au ciel. Comme si les données du marché n'étaient pas assez explicites. Ses amis, Chelsea et Rachel, hochaient la tête comme si elle venait de résoudre la faim dans le monde. La main d'Amber a trouvé mon bras, ses ongles s'y enfonçant légèrement. C'était mon signal. Nat comprend, n'est-ce pas, chérie? Ça a l'air frustrant, ai-je dit. Elle a rayonné. J'avais dit ce qu'il fallait, mais j'avais déjà entendu cette histoire exacte 2 fois. Une fois devant un plat à emporter, une fois en faisant sa vaisselle. J'avais même suggéré qu'elle fasse un résumé de sa valeur ajoutée sur une page pour ses clients. Elle avait balayé l'idée, comme si je lui avais suggéré d'apprendre la danse contemporaine. C'était notre routine. Lorsqu'elle s'est fait virer il y a 1 an et demi, j'ai payé son loyer pendant 6 mois, j'ai pris en charge les mensualités de sa voiture 2 fois, j'ai cuisiné tous les repas, et je l'ai conduite à ses entretiens. Quand elle a finalement atterri dans sa nouvelle agence, nous avons fêté ça dans ce même lounge. Elle a levé son cocktail rose comme si nous avions gagné quelque chose ensemble. J'avais aussi remboursé sa carte de crédit une fois 2,2 cents qu'elle avait accumulée en vêtements pour des événements de réseautage qui, bizarrement, ne semblaient jamais avoir lieu. Elle avait promis de me rembourser. Elle ne l'a jamais fait. Elle n'en a jamais reparlé. J'ai arrêté d'en parler aussi. Plus tôt cette semaine-là, elle faisait défiler son téléphone chez moi. Une vidéo d'un couple en pyjama assorti préparant le petit déjeuner. Elle avait ricané. Mon Dieu, imagine être aussi basique, juste exister dans la même bulle ennuyeuse pour toujours. J'étais debout juste là, en train de brouiller des œufs dans mon appartement. Elle n'avait même pas levé les yeux. Mon téléphone a vibré. Un texto de Jacques, demandant si je voulais l'aider à changer la transmission de son camion ce week-end. Du vrai travail. De vrais problèmes qu'on peut résoudre avec ses mains. Ouais, je suis partant, ai-je tapé en retour. Oh, c'est qui? Amber a essayé d'attraper mon téléphone. Je l'ai écarté. Juste Jacques qui organise des trucs. Burke. Toi et tes trucs de garage graisseux. Elle a souri pourtant. Ça faisait partie de notre routine. Chelsea, son amie qui en était à son 3e cocktail hors de prix, s'est penchée en avant avec cette lueur dangereuse qu'ont les gens quand ils sont sur le point de dire une bêtise. Vous savez, vous deux, vous êtes genre, solide. C'est presque écœurant à quel point vous êtes mignons. Elle a gloussé. Jean, quand est-ce que ça va arriver? Quand est-ce que ce gars va enfin te passer la bague au doigt?
La question est restée suspendue dans l'air, comme une grenade dégoupillée. Rachel a arrêté de sourire. Chelsea a soudainement trouvé sa boisson absolument fascinante. Le bras d'Amber autour du mien s'est raidi. 7 mois plus tôt, en revenant de chez ses parents, elle m'avait pris la main et dit « Je nous vois vraiment faire ça pour toujours. » Tu sais, avais-je répondu en serrant sa main. Je le pensais vraiment quand j'ai dit « Moi aussi ». Maintenant, j'observais son visage, attendant la suite. Le rougissement, la pression sur mon bras qui signifiait « Peut-être bientôt ». Au lieu de cela, Amber a laissé échapper un rire. Sec, froid, le genre de rire qui vous dit exactement qui est vraiment quelqu'un. Elle a retiré son bras, a attrapé son verre, et a pris une longue gorgée, les yeux fixés sur le verre. Pas sur moi. Mon Dieu, a-t-elle dit. J'espère jamais. La musique a semblé disparaître complètement. Amber a posé son verre et s'est penchée en avant, la voix baissant comme si elle partageait le potin le plus croustillant de sa vie. Il est sûr. C'est un amour total. Mais l'épouser? Elle a soufflé de l'air entre ses lèvres. Du pur mépris. Je préférerais mourir plutôt que d'être piégé dans cette petite vie ennuyeuse. J'ai revu mon appartement dans ma tête, celui où elle gardait un tiroir de vêtements. L'étagère de la salle de bain remplie de ses produits. Le coin du placard rempli de ses chaussures. Toutes les façons dont elle s'était étendue dans mon espace, tout en me traitant comme un bruit de fond. Amber, a sifflé Rachel. Trop tard. Mais Amber était lancée maintenant. Elle m'a regardé, non pas avec culpabilité, mais avec cet amusement suffisant, comme si j'étais complice de la blague. Je veux dire, pensez-y. La petite maison sympa, le petit jardin sympa, le regarder bricoler des pièces d'avion graisseuses chaque week-end. Elle a frissonné de manière théâtrale. Je suffoquerais. Littéralement, je suffoquerais. Tout est devenu très clair, très vite. Je pouvais revoir chaque moment. Elle pleurant dans ma cuisine après son licenciement, disant « Que ferais-je sans toi ?» Elle levant un verre ici même. Les larmes aux yeux en disant « À mon roc ». Elle chuchotant « Tu es mon pour toujours » sur mon canapé. Tout cela répété à chaque fois. On ne diagnostique pas un moteur en marche. On l'éteint, on prend du recul, et on s'attaque au problème. Chelsea avait l'air de vouloir que le sol l'avale tout entière. Rachel étudiait le dessus de la table comme s'il détenait les secrets de l'univers. Le sourire narquois d'Amber a vacillé juste un peu. Mon rythme cardiaque n'a même pas bougé. Juste un mécanicien qui a finalement trouvé la pièce défectueuse. J'ai souri pas avec amertume, ni colère. Le sourire de quelqu'un qui vient de comprendre exactement ce qu'il regardait. J'ai pris mon ginger ale, je l'ai vidé, et j'ai posé le verre vide sur la table avec un léger tintement. Je me suis levé, j'ai sorti mon portefeuille, et j'ai posé $40. Fin de la conversation. Nat. Sa voix a couiné. Où vas-tu? Ne sois pas si sensible. C'était une blague. Ça n'a pas pris. Rien de tout ça. Je suis passé devant le bar, devant les groupes qui riaient, devant l'hôtesse. L'air frais de la nuit m'a frappé le visage. Ça sentait la pluie, les gaz d'échappement de la ville, et quelque chose de totalement nouveau, qui pointait faiblement derrière moi. Oh mon Dieu, est-ce qu'il part sérieusement? Nat. Nat. Parti. Je n'ai rien entendu de tout ça. Je n'ai pas couru. J'ai marché jusqu'à mon camion, calme, stable. Le temps d'arriver chez moi, je savais déjà exactement ce qui devait se passer ensuite. L'appartement était calme. Ses talons près de ma porte, sa tasse tachée de rouge à lèvres près de mon évier. Je suis passé devant tout ça, directement vers la deuxième chambre que j'utilisais comme bureau, mon espace. Je me suis assis, et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Certains gars seraient restés pour se disputer, pour obtenir une conclusion, pour l'entendre se justifier. Pas moi. On ne répare pas les choses pendant qu'elles tournent encore. On éteint tout, et on traite le problème étape par étape. Phase 1, ségrégation immédiate, ce soir. Changer les mots de passe de tous les comptes financiers. Transférer les emails personnels vers un nouveau compte privé. Identifier chaque objet lui appartenant dans mon appartement. Phase 2, extraction physique, demain. Rassembler chaque objet qu'elle avait laissé chez moi en 2 ans. Tout étaler. Tout photographier.
Tout mettre en boîte. Créer une liste détaillée sur mon téléphone. Contacter son ami pour le lieu de dépôt. Phase 3, blackout de communication. Envoyer un seul texto à Amber avec la confirmation du dépôt. Bloquer Amber sur le téléphone, la messagerie, les réseaux sociaux. Configurer les filtres de mail pour archiver automatiquement tout ce qui vient d'elle. Bloquer tous les amis qui essaient d'agir comme messagers. Phase 4, désengagement financier. Annuler les services de streaming partagés. Retirer ma carte des applications de livraison. Elle ne garde rien qui soit à moi. Je garde ma dignité. J'ai travaillé pendant 2 heures d'affilée. Chaque phase avait des plans de secours. Chaque étape avait un calendrier. J'ai mis des rappels de calendrier pour chaque élément. J'ai sorti mes relevés bancaires pendant que je travaillais. J'ai refait les calculs une fois de plus. En 2 ans, j'avais transféré plus de 19,000 $ pour maintenir sa vie à flot, pendant qu'elle jouait à faire carrière et se plaignait des clients. Je n'ai jamais reçu un seul merci qui semblait sincère. On ne m'a jamais proposé de partager quelque chose à 50-50e. J'ai commencé à parcourir mon appartement avec un sac poubelle. J'ai ramassé chaque objet qui lui appartenait. Le tiroir de vêtements, les produits de salle de bain, les chaussures, les chargeurs, la trousse de maquillage, la veste accrochée à la porte, les élastiques à cheveux éparpillés sur ma table de chevet. 2 ans à s'étendre dans mon espace comme si elle le possédait. J'ai tout étalé sur le sol de mon salon. J'ai pris des photos de tout. J'ai tout listé sur mon téléphone, chargeur, trousse de maquillage, 3 paires de chaussures, vêtements, articles de toilette, vestes, bijoux qu'elle avait laissés. Chaque chose documentée. J'ai tout scellé dans 3 cartons, je n'ai rien écrit dessus, je les ai juste fermés avec du ruban adhésif. Mon téléphone, face contre bureau, a commencé à vibrer. Puis encore. Et encore. Je l'imaginais chez Chelsea. L'écran s'allumant avec son nom, puis le numéro de Chelsea, puis celui de Rachel, puis le sien à nouveau. Je ne l'ai pas retourné. Vers 1h du matin, il a sonné avec un numéro inconnu. Quelque chose m'a poussé à répondre. Pas pour l'écouter. Pour clore officiellement ce chapitre. Nat, c'est quoi ce bordel? Sa voix était tranchante de colère, les bords se fissurant. Tu m'as juste laissé là-bas. Tu m'as embarrassé devant tout le monde. Elle s'attendait à une bagarre. Elle s'attendait à ce que je rentre blessé, à ce que je supplie pour une explication. Mon silence l'a complètement déstabilisé. Je te sauve juste d'un sort pire que la mort, ai-je dit. J'ai raccroché. J'ai éteint complètement le téléphone. Le silence qui a suivi était total. Le meilleur sommeil que j'ai eu depuis des mois. Réveillé à 5 heures le lendemain matin, rafraîchi au lieu d'être vidé. Samedi matin, les cartons étaient empilés près de ma porte. 3 cartons. Chaque trace d'Amber, prête à partir. J'ai envoyé un texto à Chelsea depuis mon téléphone. J'ai fait simple. Je dépose les affaires d'Amber chez toi à 14 heures. Réponds oui si cela te convient. 3 points sont apparus. Ont disparu. Sont réapparus. Oui, je serai là. Parfait. J'ai chargé les cartons dans mon camion à 13h45. J'ai conduit jusqu'au complexe d'appartements de Chelsea. Je me suis garé. J'ai porté les cartons jusqu'à sa porte, un par un. Je les ai empilés proprement. J'ai pris une photo. Horodatée. 3 cartons sur le pas de la porte de Chelsea à 13h58. Je suis remonté dans mon camion. J'ai envoyé un seul texto à Amber. Tes affaires ont été déposées chez Chelsea à 14 heures. Photo ci-jointe. J'ai joint la photo. J'ai appuyé sur envoyer. Puis j'ai bloqué son numéro. Bloqué Chelsea. Bloqué Rachel. Bloqué tous les numéros qui m'avaient contacté au cours des dernières 48 heures en son nom. Les textos avaient déjà commencé ce matin-là, avant le dépôt. Phase 1, colère vertueuse. Tu réagis de manière excessive. C'était une blague. Mes amis pensent que tu es un connard manipulateur. Je n'arrive pas à croire que tu fasses ça après tout ce que j'ai abandonné pour toi. Tu vas vraiment juste faire le mort? T'as quel âge, 12 ans? Phase 2, culpabilité et gaslighting, depuis le numéro de Chelsea. Nat, c'est Chelsea. Écoute,
Amber est vraiment bouleversée. Elle ne le pensait pas comme ça. Tu sais comment elle est. Elle t'aime. Peux-tu s'il te plaît juste l'appeler? Phase 3, fausse inquiétude, d'Amber à nouveau. Je m'inquiète pour toi. Ce n'est pas ton genre. S'il te plaît, parle-moi. On peut arranger ça. J'ai fait des captures d'écran de tout avant de bloquer. Je les ai classés dans un dossier marqué « Documentation ». Les 3 cartons posés sur le porche de Chelsea étaient le dernier lien physique entre moi et Amber. Mais les choses se sont compliquées. Mercredi matin, je suis arrivé au travail à 6 heures. J'avais les bras dans le moteur d'un Cessna 172 quand mon superviseur m'a trouvé. Nat, tu as une visiteuse au bureau principal. Elle dit qu'elle est ta petite amie. Ma main s'est arrêtée de bouger. Ex-petite amie. Dis-lui que je ne suis pas disponible. Il a levé un sourcil mais n'a pas insisté. 10 minutes plus tard, il était de retour. Elle ne part pas. Elle fait une scène à la réception. Tu veux que j'appelle la sécurité? Je me suis essuyé les mains sur un chiffon. Certaines personnes ne comprennent pas les limites tant qu'on ne les dessine pas avec un marqueur permanent. J'ai marché jusqu'au bureau principal. Amber était là, le mascara légèrement étalé, portant une tenue soigneusement choisie pour avoir l'air échevelé mais toujours attrayante. La réceptionniste avait l'air profondément mal à l'aise. Au moment où Amber m'a vu, son visage s'est transformé en un soulagement blessé. Nat. Oh, Dieu merci. J'étais si inquiète. Tu ne réponds pas à mes appels. Tu as mis mes affaires en boîte comme si je n'étais rien. J'ai levé une main, la voix stable. Professionnel. C'est mon lieu de travail. Tu ne viens pas sur mon lieu de travail. Son expression a vacillé. Confusion, puis défi. Je devais le faire. Tu ne m'as laissé aucun choix. Tu ne me parles pas parce qu'il n'y a rien à dire. Nous avons fini. C'est du harcèlement. Le mot l'a frappé comme une gifle, les yeux écarquillés. Harcèlement? Nat, je suis ta petite amie. Ex-petite amie. Et tu dois partir maintenant, ou je demande à la sécurité de t'escorter. Une larme a roulé sur sa joue. Juste au bon moment. Digne d'un Oscar. Comment peux-tu être si froid? Après 2 ans, j'ai fait un commentaire stupide et tu me traites comme une criminelle. Je l'ai regardé pendant un long moment. Le commentaire n'était pas le problème. Le problème, c'était chaque jour des 2 dernières années, quand tu me traitais comme un meuble qui payait les factures. Maintenant, s'il te plaît, par où j'appelle la sécurité? Ce sont tes options. Son visage a changé. L'acte de la victime blessée s'est fissuré. Quelque chose de plus laid transparaissait. Tu vas le regretter, a-t-elle dit, la voix basse. Je t'ai donné 2 ans de ma vie. Tu ne peux pas juste partir comme ça. J'ai souri, sans chaleur. Regarde-moi faire. Je lui ai tourné le dos, et j'ai marché vers le hangar. J'ai entendu ses talons claquer en s'éloignant, j'ai entendu la porte d'entrée claquer. La réceptionniste a croisé mon regard quand je suis passé. Son expression disait qu'elle avait déjà vu des drames au travail, mais que ça, c'était tout autre chose. Si ça peut te rassurer, a-t-elle dit doucement, c'était parfaitement géré. J'ai hoché la tête. Merci. Plus tard cette semaine-là, 2 autres gars de l'équipe de maintenance ont mentionné qu'ils avaient entendu parler de l'incident dans le hall. Aucun d'eux n'a dit grand-chose, juste un hochement de tête, un « respect », mec, de l'un d'eux, un pouce levé silencieux d'un autre. Dans un lieu de travail rempli de gars qui réparent des choses pour gagner leur vie, il y avait une appréciation tacite pour quelqu'un qui savait quand quelque chose ne pouvait pas être réparé. Les semaines suivantes se sont déroulées exactement comme on pouvait s'y attendre. Elle a essayé le numéro de ma sœur Meg. Meg, qui n'avait jamais aimé Amber, lui a dit exactement où aller se faire voir et l'a bloqué. Elle a essayé Jacques. Jacques a ri et a dit, il m'a raconté ce que tu as dit. Tu as de la chance que tout ce qu'il ait fait, c'est partir. Elle s'est présentée à mon appartement un soir. J'ai vu sa voiture arriver, je l'ai regardée marcher jusqu'à ma porte. Elle a frappé encore, appelé mon nom. Je suis retourné à mon repas, j'ai monté le son de la télé. 30 minutes plus tard, elle est finalement partie, mais pas avant d'avoir glissé une lettre manuscrite sous ma porte. 4 pages d'histoire inventée. Comment elle avait été sous pression. Comment elle ne le pensait pas.
Comment je l'abandonnais alors qu'elle avait le plus besoin de moi? Je l'ai lu une fois, photographié pour documentation, et jeté. Elle a appelé la ligne principale au travail en prétendant être de la famille. Elle a envoyé des fleurs avec une carte qui disait « Je suis désolé. S'il te plaît, rentre à la maison ». Elle a même essayé de faire en sorte qu'un de ses clients immobiliers me croise, accidentellement. Celle-là m'a fait éclater de rire pour de bon. 2 semaines après que j'ai mis fin aux choses, quelque chose a changé. Les nouvelles voyagent en cercle, surtout quand c'est croustillant. Jacques l'a appris de sa femme, qui l'a appris d'un collègue, qui était ami avec quelqu'un de l'agence d'Amber. L'histoire avait fait le tour. Pas ma version, je n'avais raconté tous les détails à personne sauf Jacques et Meg. Sa version à elle, celle où j'étais un homme-enfant émotionnellement retardé qui ne comprenait pas la plaisanterie. Mais il s'est passé quelque chose de drôle. Une de ses amies a posté ce qui s'était réellement passé et l'a exposée comme une menteuse, ce qui était hilarant pour moi. Cette amie l'avait toujours détesté, d'après ce que je pouvais voir. L'histoire soigneusement construite par Amber s'est effondrée de manière spectaculaire. Au même moment, son travail a périclité. Toujours distraite, arrivant en retard, perdant des clients parce qu'elle ne faisait pas de suivi, blâmant tout le monde sauf elle. Je n'ai pas ressenti de satisfaction quand j'ai appris ça. C'était comme recevoir un bulletin météo pour une ville où j'habitais autrefois. Notez. Ça n'a plus d'importance. Ce que j'ai ressenti, c'est à quel point c'était bon d'avoir une vie qui était enfin la mienne. J'ai rejoint le club de moto dont je faisais partie avant Amber. J'ai passé les samedis à parcourir les routes côtières avec 15 autres motards, le bruit du moteur et l'air marin remplaçant le bourdonnement constant de la maintenance relationnelle. Lors de la première sortie, l'un des gars s'est arrêté à côté de moi à une station-service. Il était dans le club depuis des années. J'ai entendu dire que tu avais largué l'ancre, a-t-il dit en faisant le plein. Les nouvelles voyages. Tant mieux pour toi. Tu étais différent quand tu étais avec elle. Plus silencieux, plus petit. C'est sympa de retrouver le vrai Nat. Je ne savais pas quoi répondre à ça. J'ai juste hoché la tête. J'ai repris contact avec Jacques. J'ai passé les week-ends à l'aider sur des projets. Tous les deux à mesurer 2 fois, couper 1 fois, construisant réellement des choses qui comptaient. Ma sœur Meg a commencé à passer chez moi plus souvent. On commandait à emporter et on regardait des films d'action terribles, comme on le faisait avant Amber. Tu as l'air plus léger, a dit Meg un soir. Comme si quelqu'un avait retiré une botte de ton cou. Elle n'avait pas tort. Environ 55 kilos de poids mort, à peu près. Au travail, j'ai accepté un poste de chef d'équipe que j'avais refusé auparavant. Le rôle exigeait plus de responsabilités, des interventions occasionnelles le week-end, des choses que j'avais évitées avant parce que les week-ends étaient notre temps, et que je devais être disponible pour la prochaine crise qu'Amber inventerait. Mon superviseur était surpris et ravi. J'ai toujours su que tu en avais plus sous le capot. J'avais juste des trucs personnels qui me pesaient. Tu as nettoyé ça, a-t-il ricané. Ouais, j'ai rencontré le truc quand elle est venue pleurer ici. Je ne peux pas imaginer pourquoi tu voudrais te débarrasser de ça. 2 mois plus tard, l'audit de sécurité de l'aéroport est revenu avec notre département de maintenance classé dans les 5% meilleurs de la région. Mon superviseur s'est assuré que les patrons sachent qui avait mené la barque. J'ai reçu une lettre de félicitations dans mon dossier, et un bonus qui est allé directement dans mon fonds pour l'apport d'une maison. Je ne faisais pas d'efforts supplémentaires, j'étais juste enfin capable de fonctionner à plein régime. Puis, environ 6 semaines après l'incident du bar, j'ai reçu un email d'une source inattendue, une assistante administrative de l'agence d'Amber. Une femme calme qui avait toujours été polie avec moi lors des événements de l'entreprise. Objet, je pensais que tu devrais savoir. Nat, j'espère que je ne dépasse pas les bornes. J'ai eu ton email via une ancienne liste de contacts. Je voulais que tu saches que les gens ici ont compris ce qui s'est réellement passé. L'histoire de la blague qu'Amber racontait n'a pas tenu la route une fois que quelqu'un qui était réellement à ce bar a commencé à partager des détails. Elle a du mal depuis que tu es parti. Problème de performance, drame avec les collègues. Les associés l'ont mise sous plan d'amélioration de la performance la semaine dernière, et elle t'a blâmé publiquement dans la salle de pause. Elle a dit que tu l'avais saboté en partant à un moment critique de sa carrière. Incident majeur hier. Elle a raté une conclusion de vente parce qu'elle essayait de te retrouver. Le client s'est plaint directement aux associés. Ils l'ont licencié ce matin.
Je n'écris pas ça pour te faire sentir mal ou bien. J'écris parce que tu as toujours été correct avec moi, et je crois que les gens doivent savoir la vérité. Ce qu'elle a fait était cruel. Ce qui lui arrive maintenant est juste le résultat de ses propres choix. J'espère que tu vas bien. Je l'ai lu 2 fois. Je n'ai pas ressenti grand-chose. Juste comme recevoir des nouvelles d'un endroit où j'avais l'habitude d'être. La chose principale que j'ai ressentie, c'est de l'appréciation pour le fait qu'elle soit une personne décente. J'ai écrit une réponse simple. Merci de me l'avoir dit. Je vais bien. J'espère que toi aussi. Bien à toi, Nat. Ce que je ne savais pas, c'est que la spirale descendante d'Amber ne faisait que commencer. Les tentatives désespérées arrivaient par vagues. Tentative 1, le jeu de la nostalgie. Texto d'un nouveau numéro. Une photo de nous au mariage d'un ami l'année précédente. Tous les deux bien habillés. Elle dans une robe rouge, moi dans un costume que j'avais acheté pour l'occasion. Légende, tu te souviens de ça? Je n'ai jamais été aussi heureuse depuis. Ce qu'on avait me manque. Supprimé sans réponse. Tentative 2, l'ami commun. Elle a contacté un gars nommé Dave, avec qui je prenais parfois un café. Dave a envoyé un texto qui était manifestement dicté. Et mec, j'ai croisé Amber. Elle avait l'air vraiment dévastée. Je sais que ce ne sont pas mes affaires, mais peut-être que vous devriez au moins parler. On dirait qu'il y a des non-dits. J'aimais bien Dave. Un type bien utilisé comme messager. Dave, j'apprécie que tu me contactes, mais elle a dit qu'elle préférerait mourir plutôt que de m'épouser, en public, en face de moi. Il n'y a pas de non-dit. S'il te plaît, ne la laisse pas t'utiliser pour m'atteindre. La réponse de Dave est arrivée 30 secondes plus tard. Vache, je ne savais pas ça. Oublie. Désolé, mec. Tentative 3, l'angle financier. Une lettre est arrivée à mon appartement. D'apparence officielle, venant d'un avocat dont je n'avais jamais entendu parler. Mon rythme cardiaque a grimpé pendant environ 3 secondes, jusqu'à ce que je la lise vraiment. Une lettre de mise en demeure prétendant que je devais 6,5 cents à Amber pour « dépenses ménagères partagées ». J'ai éclaté de rire. J'ai pris des photos de chaque reçu que j'avais gardé, de chaque chèque de loyer que j'avais fait depuis mon compte pour son logement, de chaque relevé de carte de crédit montrant les charges, les courses, et les paiements de sa voiture que j'avais couvert pendant son chômage. J'ai rassemblé une chronologie montrant que j'avais contribué environ 19,000 $ de plus qu'elle sur 2 ans. J'avais un pote qui faisait du travail parajuridique qui a relu le tout. Il a écrit une réponse suggérant poliment que si cette affaire se poursuivait, je serais heureux de fournir des documents montrant qui devait réellement de l'argent à qui, et que mademoiselle Amber devrait peut-être reconsidérer sa position avant d'accumuler des frais juridiques qu'elle ne pouvait pas se permettre. La lettre de réponse incluait également un résumé détaillé, 6 mois de loyer à 1,4 cents par mois, 2 paiements de voiture à 380 chacun, 2,2 cents de dette de carte de crédit, courses, charges, essence tout documenté, tout à sens unique. Je n'ai plus jamais entendu parler de cet avocat. Tentative 4, l'appel de crise. 3 mois après que j'ai mis fin aux choses, tard le soir, je travaillais sur un schéma détaillé pour une moto vintage que je prévoyais de restaurer. Soirée calme, contentement. Le téléphone a sonné, numéro inconnu. Quelque chose dans l'heure tardive m'a fait répondre. C'était elle, et elle s'effondrait. Pas la fausse détresse que j'avais gérée 100 fois auparavant. C'était différent. Quelqu'un qui avait finalement épuisé toutes ses comédies. Nat, s'il te plaît. Sa voix était brisée, octant entre les mots. Je vais être expulsé. Ils ont mis la vie sur ma porte. J'ai perdu mon travail. Chelsea et Rachel ne prennent plus mes appels. Je n'ai personne. J'ai écouté, je n'ai rien dit, j'ai regardé mon schéma. J'ai fait une terrible erreur. La plus grande erreur de ma vie. Elle haletait. Tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. J'avais peur et j'étais stupide. J'essayais d'avoir l'air cool pour elle. Et j'ai tout détruit. Rien de mon côté. Nat, tu es là. S'il te plaît, dis quelque chose. Je ferai n'importe quoi. Je changerai. Tu es ma personne. J'ai posé mon crayon, la voix calme, claire, et complètement vide d'émotion. Tu devrais appeler le 211. Ils ont des ressources d'aide au logement.
des gens qui peuvent réellement aider dans les situations d'expulsion. Silence stupéfait, puis un son blessé. Quoi? Je n'ai pas besoin de ressources de logement. J'ai besoin de toi. Je ne suis pas une ressource, Amber. Je suis une personne que tu as publiquement humiliée. Bonne chance. J'ai mis fin à l'appel. Tentative 5, l'effraction. Celle-ci mérite sa propre section car c'était véritablement dément. Environ une semaine après l'appel de crise, je suis rentré tard d'un service. 23 heures fatigué. Je voulais juste manger quelque chose et m'écrouler. Je suis entré dans ma cuisine, j'ai allumé la lumière, j'ai attrapé un verre dans le placard, je l'ai rempli d'eau au robinet, j'ai bu une longue gorgée, et j'ai posé le verre. C'est là que j'ai entendu respirer. Pas de l'extérieur. De l'intérieur. De mon garde-manger. Je suis resté là une seconde, verre à la main, mon cerveau essayant de rattraper le coup. La porte du garde-manger était légèrement ouverte. Je la gardais toujours fermée. J'ai marché vers elle, je l'ai ouverte, et là, il y avait Amber, accroupie entre mes boîtes de céréales et un sac de riz, me regardant comme un raton laveur pris au piège dans un garage. On s'est juste regardé. Et, a-t-elle dit, comme si c'était normal, comme si les gens traînaient juste dans les garde-manger des autres à 23 heures un mardi. Amber, qu'est-ce que tu fais dans mon garde-manger? Ce n'était même pas une question, plus comme moi énonçant simplement ce que je voyais. Elle a commencé à s'extraire de là, renversant une boîte de pâtes au passage. Ses cheveux étaient en désordre. Elle portait un sweat à capuche surdimensionné et ce qui ressemblait à un pantalon de pyjama. Une chaussette était à l'envers. Je voulais juste parler. Tu ne voulais pas ouvrir la porte la dernière fois, alors j'ai pensé que peut-être si j'étais déjà à l'intérieur quand tu rentrerais. Tu es entré par effraction dans mon appartement. Tu vois, la fenêtre était déverrouillée. Ce n'est pas une effraction. C'est juste. Entrer. Le loquet de la fenêtre de la cuisine était lâche depuis que la maintenance l'avait réparé à moitié en mars. Elle m'avait regardé me battre avec pendant des mois. Depuis combien de temps es-tu là-dedans? Elle a détourné le regard. Un moment? Définis un moment. 4 heures? 4 heures. Elle était accroupie dans mon garde-manger depuis 4 heures, attendant parmi les conserves et les haricots secs comme une sorte de gremlin. Amber, c'est un comportement littéralement dément. Tu comprends ça, non? On est sur le terrain de l'ordonnance restrictive. Non, non, écoute. Elle fouillait dans la poche de son sweat maintenant, frénétique. Je t'ai apporté quelque chose pour te montrer que je suis sérieuse à propos de faire marcher ça, que j'ai changé. Elle a sorti quelque chose et me l'a tendu. Je l'ai regardé. C'était un porte-clés. Un porte-clés de station-service. Un de ces trucs bon marché qu'ils gardent près de la caisse à côté de la viande séchée et des briquets. Celui-ci avait un gecko de dessin animé portant des lunettes de soleil, et les mots Hang in there, accroche-toi, en lettres violettes pailletées. Nous l'avons tous les deux fixé. Ça m'a fait penser à toi, a-t-elle dit faiblement. Un gecko avec des lunettes de soleil t'a fait penser à moi. Tu es résilié. Comme un gecko. Je n'avais pas de mots. Aucun. Cette femme était entrée par effraction dans mon appartement, s'était cachée dans mon garde-manger pendant 4 heures, et son grand geste était un porte-clés à $2 avec un lézard motivationnel dessus. Amber. Ouais. Sors de mon appartement. Pose le gecko, prends ton gecko et pars tout de suite. Par la porte cette fois. Et si jamais tu reviens, j'appelle les flics. Pas la sécurité. Les flics. Elle a regardé le porte-clés. M'a regardé. Quelque chose dans son visage a finalement cliqué, ce n'était pas une comédie romantique. C'était un délit. Elle a traîné les pieds vers la porte, le porte-clés toujours en main. Sur le seuil, elle s'est retournée. J'ai vraiment changé, Nat. Super. Change ailleurs. La porte s'est fermée derrière elle. J'ai pris une photo de la fenêtre ouverte et de ses empreintes de chaussures sur mon comptoir. Puis je suis allé verrouiller la fenêtre, et j'ai pris note d'installer de vraies serrures sur chaque ouverture. Je me suis versé un autre verre d'eau. Je l'ai bu debout. Quelque part sur le parking, j'ai entendu sa voiture démarrer et s'éloigner. J'ai envoyé un texto à Jacques, tu ne vas pas croire ce qui vient de se passer. Sa réponse, et c'est toujours. Je lui ai raconté.
Sa réponse, un gecko. Anginder, ai-je tapé en retour, en lettres violettes pailletées. Frérot. Ouais, ça résume à peu près le truc. Tentative 6, la mer. 2 jours plus tard, nouvel indicatif régional. J'ai répondu en m'attendant à un appel professionnel. Nat, chérie, c'est la maman d'Amber. L'agacement m'a frappé immédiatement. Elle m'avait toujours traité comme un meuble utile. Une fois, elle m'avait demandé de déménager tout le contenu de son garage pendant Thanksgiving, puis ne m'avait même pas proposé une assiette. Madame. Oh, Nat, nous sommes tous si inquiets pour vous deux. Amber est juste une fille passionnée. Tu sais comment elle est. Tu ne penses pas que tu as assez prouvé ton point de vue? Elle a appris sa leçon. Elle a besoin que tu sois la personne la plus mature ici. Que tu prennes tes responsabilités et sois l'homme que nous savons que tu es. Elle a fait une pause, attendant une approbation. Elle a eu droit au silence. Madame, je suis l'homme que je suis. Et cet homme ne reste pas avec des gens qui annoncent qu'il préférerait mourir plutôt que de l'épouser. Passez une bonne soirée. Je n'ai pas attendu sa réponse balbutiante. J'ai raccroché. Tentative 7, le masque tombe. C'est arrivé le soir même. Un dernier texto du numéro de crise. Le besoin désespéré s'était consumé. Juste de l'amertume en dessous. La vraie elle enfin au grand jour. Bien. Tu n'es qu'un lâche qui ne pouvait pas gérer une femme forte disant sa vérité. Tu as toujours été ennuyeux et petit. Je suis mieux sans toi. Tu m'as rendu service en partant. Amuse-toi bien à mourir seul. Je l'ai lu et pour la première fois depuis cette nuit au bar, j'ai ressenti quelque chose à propos d'Amber. J'ai trouvé ça drôle. J'ai éclaté de rire dans mon appartement calme. L'ironie était presque trop parfaite. J'ai enregistré la capture d'écran. Documentation parfaite. La preuve que le « sort pire que la mort » dont elle avait eu si peur avait en fait été la clé d'une vie qui était enfin la mienne. Mais les tentatives n'étaient pas finies. 5 mois après que je sois sorti du Gilded Fox, Amber s'est présentée à l'aéroport à nouveau. J'étais dans la baie de maintenance, la tête baissée dans un assemblage de pompes à carburant particulièrement têtu, quand mon superviseur est apparu. Elle est de retour à la réception. La sécurité est déjà impliquée. Je me suis redressé, j'ai essuyé mes mains, pas surpris, pas en colère, juste fatigué que la même chose se produise encore et encore. Dis-leur que je serai là dans 5 minutes. Quand je suis arrivé, la réceptionniste était derrière le bureau, l'air stressé. 2 agents de sécurité de l'aéroport encadraient Amber, qui était en plein effondrement, sa voix résonnant dans le hall. J'ai juste besoin de lui parler. 5 minutes. Est-ce si déraisonnable? Il ne répond pas à mes appels. Il ne veut pas, elle m'a vu, son visage s'est chiffonné de soulagement. Nat, enfin. Dis-leur que c'est bon. Dis-leur que tu vas me parler. J'ai regardé les agents de sécurité. Un homme plus âgé aux cheveux gris, une femme plus jeune avec un porte-bloc, tous deux m'observant attentivement. C'est l'ex-petite amie que j'ai mentionnée quand j'ai déposé le rapport d'incident le mois dernier, ai-je dit, la voix égale, professionnelle. On lui a dit de ne pas venir ici. C'est sa 3e tentative. Le visage d'Amber est devenu blanc. 3e? Je ne suis venu ici que 2 fois et tu. Elle s'est présentée le 12 novembre, ai-je dit aux agents, a fait une scène à la réception, on lui a demandé de partir. Elle est revenue le 3 décembre et a attendu sur le parking pendant 2 heures. La réceptionniste a documenté les 2 incidents. Ceci est le numéro 3. La jeune agente a pris des notes. Amber me fixait comme si une 2e tête m'avait poussé. Tu as documenté ça? Tu as vraiment. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je l'ai ignoré, gardant mes yeux sur les agents. Je demande qu'elle soit formellement interdite d'accès à la propriété de l'aéroport. Je ne veux plus de contact, et je ne veux plus qu'elle perturbe mon lieu de travail. Nat, tu ne peux pas être sérieux, a dit Amber, sa voix montant dans les aigus. Je ne suis pas une criminelle. Je voulais juste parler. L'agent plus âgé s'est avancé. Sa voix était ferme, mais pas méchante. Madame, si le plaignant demande que vous soyez interdite d'accès, nous sommes tenus de nous conformer. Vous devez partir immédiatement. Si vous revenez sur la propriété de l'aéroport, vous serez arrêté pour violation de propriété. Arrêté?
Sa voix s'est brisée. Elle m'a regardé. Vraiment regardé. Tu vas me faire arrêter parce que je veux parler à mon copain? Ex-petite amie, ai-je dit doucement. Eh oui. La comédie a volé en éclats complètement. Pas en larmes, mais en rage. Tu sais quoi? Bien. Bien. Tu es exactement aussi ennuyeux et pathétique que je l'ai dit. J'ai esquivé une balle. Tu m'as rendu service. Les agents ont échangé des regards. Ils avaient déjà vu ce genre de choses, eux aussi. Madame, vous devez venir avec nous, a dit la plus jeune. Ils l'ont escortée vers la sortie. Sa voix rebondissait sur les murs alors qu'elle partait. Tu n'es rien, Nat. Rien. Tu mourras seul dans ta petite vie triste. Les portes se sont fermées derrière eux. Le hall est devenu silencieux. La réceptionniste a laissé échapper un long soupir. C'était intense. J'ai hoché la tête. Merci d'avoir tout documenté. Bien sûr. Tu veux que je t'envoie des copies des rapports d'incidents par email? S'il te plaît. Elle a hésité. Je peux dire quelque chose en off? Vas-y, ma sœur est sortie avec un gars comme ça pendant 3 ans. Il continuait à y retourner. Continuait à penser qu'elle changerait. Il a perdu sa maison, ses économies, la plupart de ses amis. Elle a secoué la tête. Ce que tu fais? Partir proprement et ne pas regarder en arrière? C'est la chose la plus difficile. La plupart des gars ne peuvent pas le faire. Je ne savais pas quoi dire. Alors, j'ai juste dit, dis Alex de ta sœur que j'espère qu'il s'en sortira. Il ne le fera pas, mais toi si. Je suis retourné à la baie de maintenance. Mon superviseur m'a lancé un regard quand je suis passé. Ça va? Ouais, ça va. Et c'était le cas. 4 jours plus tard, une lettre recommandée est arrivée à mon appartement. J'avais engagé un autre avocat. Celui-ci a envoyé une mise en demeure formelle en mon nom, payée avec l'argent que j'avais économisé en ne finançant pas la vie de quelqu'un d'autre pendant 5 mois. La lettre était simple. Pas de contact, pas de tiers, pas de tentative de me joindre par le travail, la famille ou les amis. Toute violation entraînerait une ordonnance restrictive et de potentielles accusations de harcèlement. J'ai signé pour la réception, je l'ai ajouté au dossier. Le dossier qui contenait les rapports d'incidents au travail, la documentation de l'interdiction d'accès, ses textos menaçants, les messages vocaux de sa mère, la lettre de demande originale et ma réponse, les copies de tous les dossiers financiers montrant mes contributions à la relation. 2 ans de vie avec Amber, réduit à une chemise cartonnée d'1 pouce d'épaisseur. La documentation complète de qui elle était exactement quand la comédie a pris fin. Le lendemain matin, j'ai reçu un dernier texto. Numéro différent, probablement un téléphone jetable ou celui d'une amie. Pas de mots cette fois, juste une photo. C'était elle debout devant ce qui ressemblait à la maison de sa mère. Le visage taché, les cheveux tirés en arrière, portant un jogging et un vieux sweat à capuche, tenant un morceau de papier. Le papier avait une phrase écrite au marqueur, « Je suis désolé ». Je l'ai regardé pendant 30 secondes. Puis j'ai bloqué le numéro, supprimé la photo, et ajouté une note au fichier numérique, tentative de contact final via numéro inconnu. Bloqué. Aucune réponse donnée. J'ai fermé le fichier. J'ai fermé l'ordinateur portable. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'elle n'avait pas fini. Mais moi si. Pas parce qu'elle avait arrêté d'essayer, mais parce que j'avais arrêté de ressentir quoi que ce soit quand elle le faisait. 8 mois après être sorti du Gilded Fox, j'ai signé les papiers pour un bungalow Craftsman de 1948, dans une rue calme bordée d'arbres. 3 chambres, un garage détaché pour 2 voitures plus grand que mon ancien appartement, un espace atelier à l'arrière, un Porsche avant avec de la place pour une chaise et mes pensées. L'endroit avait besoin de travaux. La cuisine était coincée dans une autre décennie. Les planchers gémissaient sous 70 ans d'histoire. Mais l'ossature était solide, et c'était, par définition, le début d'une petite vie sympa. L'ironie ne m'a pas échappé. Ça ne m'a juste pas dérangé non plus. Ma carrière allait très bien. Le rôle de mécanicien en chef est venu avec une augmentation. Je mentorais 2 techniciens juniors. Plus d'avions, un travail plus complexe, plus de satisfaction. Jacques venait régulièrement pour travailler sur des projets. Le club de moto est redevenu une chose régulière. De longues balades à travers les cols de montagne.
Des gens qui venaient pour rouler, pas pour faire une performance. J'ai commencé à voir quelqu'un. Kayla. Je l'ai rencontrée lors d'une collecte de fonds pour un musée de l'aviation. Elle travaillait dans la restauration d'avions, spécialisée dans les oiseaux de la Seconde Guerre mondiale. Notre première conversation a duré 2 heures, et portait entièrement sur la recherche de pièces de rechange authentiques pour des moteurs vintage. 3e rendez-vous, elle a repéré une fissure capillaire dans un manchon d'admission sur mon projet CB550 que j'avais manqué. Pas de drame, pas de comédie, juste 2 personnes qui s'appréciaient vraiment. Samedi matin, en remplaçant le robinet de la cuisine, la radio jouant, le café refroidissant sur le comptoir. Mon téléphone a vibré. Un texto de Kayla à propos d'un stabilisateur de PE51 qu'elle voulait que je voie. J'ai souri. Un vrai sourire. Le genre qui vient facilement quand on ne joue pas la comédie pour quelqu'un qui ne l'apprécie pas. J'ai empoché le téléphone, je me suis assis sur mon porche arrière, et j'ai regardé un faucon tourner au-dessus de ma propriété. Quelque part à travers la ville, Amber était probablement encore en train de planifier son prochain mouvement. Et j'étais assis sur mon porche, dans ma maison, planifiant ma soirée avec quelqu'un qui appréciait réellement qui j'étais. La petite vie ennuyeuse qu'elle préférerait mourir plutôt que de vivre? Il s'avère qu'elle était plutôt géniale.